bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire Tous concernés. Nous nous intéressons aujourd'hui à la dépigmentation volontaire de la peau. Depuis quelques années, des voix n'ont cessé de se lever pour dénoncer la dépigmentation et ses ravages dans notre société. Mais le phénomène continue de prendre des dimensions inquiétantes. Bien que les données sur l'ampleur de la dépigmentation volontaire dans la population en général sont rares, que ce soit en Afrique ou dans le monde, il est indéniable qu'elle constitue un problème de santé publique. Plus personne n'est épargné par tant des enfants, des hommes comme des femmes. Parallèlement, le marché des produits cosmétiques décapant a le vent en poupe. Cotonou, Lomé, Abidjan, les grandes métropoles des pays africains connaissent de nouveaux types de fabricants de produits cosmétiques. Que contiennent ces produits décapants? Où en sommes-nous avec la sensibilisation? Quels sont les risques pour la santé? Comment arrêter la dépigmentation? On en parle avec Dr Franck Olivier Dormont, il est médecin dermatologue vénérologue, et Madame Nathalie Migan, docteur Nathalie Migan, pharmacienne spécialisée dans la réglementation des médicaments et des produits cosmétiques. Elle est présidente de EWA Ethnique, une association qui valorise la beauté noire et qui sensibilise aux dangers de la dépigmentation. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons, dans le cadre de l'émission, fait une incursion dans l'univers des fabricants de cosmétiques locaux. Vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux des publicités de marques de cosmétiques avec des propositions de plusieurs gammes. Peau claire à tout prix, le business des cosmétiques locaux. On revient après ce reportage. Savon, lait, lotion, huile, crème, tube. Le marché des produits cosmétiques éclaircissants et clarifiants connaît une révolution. Tata Chance, comme elle se fait appeler, tient une boutique de produits cosmétiques à Cotonou au Bénin. Mais bien au-delà, elle compose des produits à sa clientèle bien définie. Lorsque les clientes même viennent, directement elles te disent ce qu'elles veulent. Je veux blanchir, Tata Chance, je veux devenir claire. Je veux plus garder mon teint noir. Donc, c'est même rare de trouver chez moi à l'instant même un produit teint noir ou bien teint ébène. Il n'y en a pas. La majorité des composants que je fais qui marchent très bien, que je vends très souvent, ce sont des produits blanchissants, teints métissés, éclaircissants. Métissés, jaune banane, blanchi, caramel sont les résultats de teintes de peau obtenus avec l'utilisation de ces produits dont seuls les compositeurs maîtrisent le secret. Je suis chimiste, je suis dans la fabrication des produits cosmétiques. Chaque produit a son dosage. Donc il faut connaître ça. C'est pour ça que je donne les formations en ligne aussi pour pouvoir aider les gens à comprendre. Je fais mes produits à base des produits bio. Par exemple, la carotte, le coco. J'utilise aussi les poudres kojiques, les poudres gluta. Il y a plusieurs poudres sur le marché qui ne contiennent pas d'hydroquinone. Lorsqu'il s'agit des mélanges chimiques, par exemple, nous utilisons des huiles, des sérums, des gommages et des poudres. Nous avons aussi des sérums éclaircissants. J'en ai là. Il y a d'autres qui sont finis. Ils injectent ça directement dans le sang. Quelques formations, des recherches personnelles sur Internet suffisent pour devenir promotrice de produits cosmétiques et donc combler les attentes de celles qui veulent s'éclaircir la peau à tout prix. J'avais un problème de peau qui était la chair de poule. Donc à chaque fois, je me dis comment traiter ça. Donc ce qui a fait que je fais beaucoup de recherches. C'est comme si je recevais un cours à chaque fois. Je suis allée vers une ONG pour aller et me performer et pour avoir une attestation. Moi, avec mes expériences et grâce aux formations que j'ai eues à suivre, j'essaie de connaître le type de peau que la personne a. Parce qu'il faut, avant toute chose, il faut connaître le type de peau de la personne. La dépigmentation, plus qu'un choix personnel, est également imposée aux enfants qui constituent aussi la clientèle de ces promotrices. Il y a des gens qui demandent des produits éclaircissants pour les enfants parce qu'il y a d'autres qui disent vraiment mon enfant est trop noir, vraiment je veux que elle devienne un peu claire ou il devient un peu clair. Je fais des gammes pour le teint caramel et métis et je fais encore les gammes pour teint clair et je fais encore les gammes pour bébé et les gammes pour les hommes aussi. À côté de ces chimistes,
des fabricants de cosmétiques qui se réclament naturels ou biologiques. Fati Cosmétique est l'un d'eux. Marocaine résidant au Bénin, elle propose également des produits pour toutes les teintes de peau. Moi, souvent, j'utilise ce qui est naturel. Souvent, j'utilise les fruits et il y a les légumes aussi. Si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas le faire. Moi, j'ai étudié 3 ans pour avoir le diplôme. Avec le bio, il ne peut pas passer de noir à la blanche. Il peut s'éclaircir légèrement. Après les hydroquinones, ça va te donner trop de problèmes. Il y a les taches, il y a les fards, il y a les masques de grossesse, il y a les vergetures. Tu vois, et que ça sera difficile de traiter après. La peau claire étant devenue la représentation de la beauté pour les populations africaines, le business des produits cosmétiques continue son expansion au mépris des conséquences sur la santé. Je commence par vous, Dr Miguin. Votre première réaction? Je ne sais pas si on peut encore être choqué, mais les termes qu'elles utilisent, bio, je suis chimiste, j'ai fait telle formation, c'est que ça reste choquant, Et elles ne se rendent même pas compte, en fait, tout ce qui est passé dans le reportage, normalement, c'est interdit par la loi. Donc, normalement, elles n'ont pas le droit de vendre ces genres de produits-là. Mais bon. Docteur Yedamon, choquant pour vous également? Ah, bien sûr. C'est toujours choquant de voir ces choses, mais à un moment donné, on s'adapte. Nous, notre rôle, c'est de soigner les populations et de faire en sorte qu'il y ait de la prévention par rapport aux dangers de produits cosmétiques. Maintenant, quand ça ne devient plus choquant et qu'on s'habitue, ce qu'on peut dire, c'est que bonjour les dégâts, quoi. Bonjour les dégâts. Et nous, notre rôle, que ce soit avec madame le docteur Miguin, qui est pharmacienne, en tant que personnel de santé, nous devons alerter, tirer, comment on appelle ça déjà, la sonnette d'alarme. Oui. Pour que les choses aillent mieux et que ce soit dans le bon sens. En effet. Et parlant de bon sens, on entend parler de dépigmentation, on parle de décapage, on parle de blanchiment de la peau. Et les 3 thèmes veulent dire la même chose? En général, c'est ça. C'est la dépigmentation, c'est le fait d'utiliser des produits cosmétiques dans un but d'éclaircissement de peau. Donc tout ce qu'on entend, je veux arranger ma peau, je veux décaper ma peau, si ça répond aux mêmes critères cosmétiques, c'est de la dépigmentation. Il ne faut pas se cacher que c'est vraiment un problème qui est totalement... les racines sont également dans les mentalités africaines. Et c'est un problème de santé publique. Et c'est un problème qui a un préjudice économique grave dans nos sociétés africaines, nos sociétés à peau noire. Sur toute la sous-région, le phénomène s'observe. Mais le phénomène est tellement ancré dans les individus qu'on a du mal, même en tant que dermatologue, lorsque vous rencontrez une patiente qui a fait 5 ans, 6 ans, 7 ans de dépigmentation, c'est difficile de la décrocher. Et si on arrive à en sauver 1 sur 5 déjà, on en est vraiment fiers. On va revenir sur le sujet, docteur Miguin. Vous êtes dans la sensibilisation de façon permanente. Selon vous, qu'est-ce qui motive réellement à la dépigmentation, au choix de la dépigmentation? On a beaucoup étudié le phénomène et les motivations qui reviennent souvent, c'est des personnes... Il y a quand même des personnes qui utilisent des produits éclaircissants à la base parce qu'elles avaient des taches hyperpigmentées, elles voulaient uniformiser leur teint. Donc elles commencent à utiliser un produit, elles vont au marché obtenir des produits ou encore en pharmacie et elles se retrouvent dans un engrenage parce qu'elles deviennent claires, donc ça leur plaît, etc. Après, il y a aussi les personnes qui se dépigmentent parce qu'elles pensent qu'elles vont plus plaire aux hommes. Ça, on peut pas le cacher, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes claires et beaucoup de femmes qui sont prêtes à mettre leur vie en danger pour paraître plus jolies. Et il y a aussi celles qui pensent que avoir une peau claire signifie avoir une certaine aisance sociale. Et c'est vrai que ces personnes pensent vraiment qu'avoir la peau claire, ça veut dire que oui, j'ai réussi dans ma vie.
On a entendu dans le reportage parler d'éléments, de produits utilisés. On a entendu parler de poudre kojique, de gluta. Ces poudres-là, qui peut-être remplacent aujourd'hui l'hydroquinone? Est-ce que ce sont des produits adaptés pour une peau? Alors, il faut savoir que déjà, l'acide kojique dont on parle beaucoup est un dérivé de l'hydroquinone qui reste interdit dans des proportions très contrôlées. Donc, les proportions qui sont mises dans ces produits éclaircissants qu'on retrouve sur le marché ne répondent pas aux normes de l'UMOA notamment. Et glutathion, le glutathion à la base, notamment les injections, sont des médicaments. Donc, c'est un détournement de l'utilisation d'un produit de santé. Et on retrouve aussi les corticoïdes souvent dans les produits éclaircissants. Et ça, c'est vraiment des médicaments qui sont détournés de leur utilisation principale. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, on utilise à tort le terme cosmétique, mais ce sont des faux produits cosmétiques parce que la plupart incorporent des molécules qui ne sont pas autorisées. Docteur Yedemont, avec l'aide de la technique, nous allons visiter ensemble quelques ingrédients que contiennent ces produits cosmétiques qu'on a sur le marché, des produits clarifiants, des produits éclaircissants. On a souvent sur la liste des ingrédients, on parle d'acide sulfate, on parle de glycérine, on parle d'aloe vera, on parle de paraffine. Est-ce que ce sont ces produits-là qui entrent et qui participent au changement de la peau? Très bien. En général, ce qu'il faut dire, c'est la formulation. Sur la formulation, en général, en Afrique, on n'a pas en général de labo qui nous permettent donc alors de vérifier l'authenticité du produit, de savoir si on est sur un produit bio. Un produit bio, c'est un produit qui, depuis les champs jusqu'à donc son industrialisation, ne connaît pas de produits chimiques. Mais dans les produits qui nous sont vendus ici, on a remarqué que la plupart, on met des formulations chimiques, mais ce n'est pas vraiment ce qui est vraiment dans le produit. Donc, les laboratoires savent très bien que les femmes savent détecter donc, ce qu'on appelle l'hydroquinone, elles savent bien voir ça. Donc, ils ne trouveront jamais un produit sur lequel on met l'hydroquinone. C'est très rare de voir ça. Vous verrez, on met fragrance, on met des mots chimiques que personne ne va aller checker pour savoir vraiment est-ce qu'on est vraiment sur un produit qui est un produit délicat ou bien un produit. Mais les dégâts sont là. Donc, même en Europe, si vous prenez EcoCert, qui est un label de certification, ils ne sont pas forcément d'accord sur tout ce qui se fait. Ce qu'il faut dire, c'est que l'on prend des médicaments que l'on incorpore dans des formulations cosmétiques et on a un produit qui est à la fois médicament et cosmétique. Donc il y a un faux produit cosmétique, comme le docteur Nathalie vient de dire, et c'est à cela que nous devons aider les populations à savoir choisir leur cosmétique. Si vous prenez sur toute l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Togo, j'ai vu une production du Togo tout à l'heure, c'est pour dire qu'en général, on doit compter sur nos biologistes, on doit compter sur nos pharmaciens, les galénistes et tous ces gens-là pour pouvoir proposer des formulations à base de produits naturels que d'acheter des dérivés dont on ne maîtrise ni les concentrations. Je donne l'exemple, par exemple, l'hydroquinone. L'hydroquinone est utilisé comme médicament dans la correction des taux pigmentaires. Donc, à des taux qui n'excèdent pas 5%, 6% en général. Mais si vous prenez des produits qu'on vend à Tokwa ou bien ailleurs, vous verrez que ces produits ont des concentrations qui peuvent aller à 15%. Et ce qui explique, donc, sur l'effet du soleil, des ochronomoses exogènes, c'est-à-dire des parties qui vont devenir totalement noires à un moment donné, qui sont brûlées, parce que ce sont des substances qui sont quand même qui, au contact du soleil, peuvent faire brûler la peau. Et donc, en ce moment-là, c'est très difficile de réparer cela. Et quand le gouvernement prend des décisions pour épurer donc les faux médicaments, il faudra aussi qu'on puisse prendre des décisions pour épurer du cosmétique dans les faux produits cosmétiques qui contiennent des médicaments, de la vente libre, de l'accès libre, avec des publicités à la fois, je ne veux pas dire mensongères, mais qui sont peu réalistes. Je la représente une très belle femme qui est métisse et on met un produit à côté. Donc en général, la dame qui voit ça,
Je pense que c'est le résultat. Et ça, c'est franchement des publicités qu'on devrait plus accepter. Des pays ont déjà pris le devant, comme le Sénégal. On n'a plus de publicité liée aux produits cosmétiques dans les rues. Est-ce pour autant que le problème est terminé, non? Non, si le problème, on a un produit qui nuit à la santé et qui est considéré comme étant un médicament et qui est vendu en vente libre dans les marchés, dans les pharmacies, alors on a intérêt à prendre des décisions. Sinon, le médecin, le pharmacien ne peut qu'alerter. Après, il ne peut plus rien du tout. Parce que c'est comme la cigarette, la personne achète et après, il en rachète. Donc, si on ne met pas en général un petit pare-feu pour dire voilà, ça pourrait être dangereux pour vous, les femmes vont être beaucoup surprises d'avoir acheté un produit, même des produits qui coûtent cher et qui sont vendus en pharmacie, peuvent être considérés comme des produits médicaments. Donc on doit pouvoir séparer le cosmétique du médicament. Docteur Miguin, ça dit aujourd'hui qu'on ne peut pas acheter un produit et avoir la certitude de connaître ce qu'il y a là comme composition? Non. À ce jour, il est très difficile d'être sûr de la composition d'un produit, notamment en Afrique. Après, c'est vrai que quand on utilise des produits européens, ils doivent répondre à des critères. Il y a des tests qui sont faits régulièrement. On n'a pas ces structures-là en Afrique et notamment au Bénin. Donc, on ne peut pas garantir à 100% la fiabilité d'un produit fabriqué localement. Ça, c'est sûr. Donc, même nous, lorsqu'on conseille des personnes qui s'éclaircissent la peau, on leur dit bien, voilà, il y a telle marque qu'on a analysée, avec qui on a déjà travaillé. On connaît l'histoire de la marque et comment ils ont construit la marque. On connaît la composition des produits. Donc, ces marques-là, on peut les conseiller. Mais si on ne connaît pas personnellement les marques, jamais on les conseillera à ceux qui nous contactent. Mais il y a au moins une liste de produits qui doivent alarmer? Oui, en fait, pour qu'un cosmétique soit introduit dans la vente légale au Bénin, elle suit totalement un procédé en passant par la direction des pharmacies, une homologation, avant d'atterrir en pharmacie. Au-delà de ça, il y a des produits qui ne suivent pas ce circuit qui est officiel et qui vont directement atterrir donc dans des boutiques directement et qui seront vendus directement en vente libre. Et c'est ça qui fait ce gros désordre, ou bien des produits qui seront vendus directement en pharmacie. Oui, mais là je parle de la liste des ingrédients. Est-ce que sur la liste des ingrédients, il n'y a pas des produits qui alarment sur l'effet décapant? En fait, comme l'a dit tout à l'heure Dr Yadomon, on ne peut pas se fier aux étiquettes. On ne peut pas du tout se fier aux étiquettes. Pour la petite histoire, il y a quelques années, en 2018, l'association Ewa Ethnique, on a acheté plusieurs produits sur le marché béninois. On allait dans des boutiques qui sont réputées ici. On allait dans des pharmacies, parce que bien, des pharmaciens vendent des produits éclaircissants. Et on allait également au marché. On a acheté une dizaine de produits qu'on a fait analyser par le laboratoire Inoya en France, en collaboration avec le CNRS. Et il s'est avéré que 70% des étiquetages étaient faux. Donc sur 70% des produits que nous avons achetés, l'étiquetage n'était pas correct, c'est-à-dire qu'il n'était pas mentionné la vraie composition du produit. Et on parle de produits, on a acheté les produits qui sont connus, des produits qui sont souvent utilisés, les produits qu'on connaît tous. Oui. Et dans ces 70% des produits qui n'étaient pas correctement étiquetés, on a retrouvé de l'hydroquinone dans la totalité de ces 70%. Alors que sur aucun des autres étiquetages, il était mentionné qu'il y avait de l'hydroquinone. Et l'hydroquinone était retrouvée à hauteur, le minimum c'était 4% et le maximum c'était 10%, sachant que dans la réglementation de l'UMOA, la quantité d'hydroquinone qui est autorisée est à hauteur de 2%, voire 4%, mais pas plus. Donc là, on a retrouvé des quantités de 10%, ce qui est juste énorme, ce qui représente 5 fois la dose autorisée. Oui. Vous venez de parler de Ewa Ethnique. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelles sont vos actions? Ewa Ethnique, c'est une association qui a pour objectif de valoriser la beauté noire
parce que c'est très important dans notre combat, et également de sensibiliser aux dangers de la dépigmentation. Donc on a mis plusieurs actions en place depuis 2014 où l'association a été créée, où on a mis en place des actions de sensibilisation auprès de la population. On a aussi fait des campagnes de sensibilisation auprès des professionnels de santé, des pharmaciens notamment, qui vendent ces produits éclaircissants. On travaille beaucoup aussi avec les dermatologues, Dr Yadomon qui nous soutient depuis le début. Et on va au plus près des populations. On a fait aussi des passages dans les écoles pour sensibiliser les jeunes, du collège à l'université, parce qu'il faut savoir que dès la 6e, des enfants se dépigmentent volontairement. Donc on a vraiment fait des campagnes de sensibilisation pour parler de la beauté noire, pour parler des dangers de la dépigmentation, que ce soit les dangers superficiels, donc qui sont juste au niveau de la peau, et les dangers aussi suite à le passage dans le sang des produits éclaircissants. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que vos actions portent de fruits? Alors c'est vrai que c'est difficile de mesurer si les actions portent ses fruits, mais on surfe sur la vague du mouvement NAPI, mouvement naturel, qui aide beaucoup à la sensibilisation. Et oui, on avance. Il y a de plus en plus de personnes qui sont fières d'avoir une peau noire, qui valorisent vraiment leur beauté noire. Mais en parallèle, les personnes qui vendent des produits éclaircissants aussi sont de plus en plus visibles. Il y a de plus en plus de produits qui sont utilisés, avec les injections qui sont beaucoup utilisées ces dernières années. Donc c'est vrai que on avance un peu en parallèle. Donc eux aussi, ils avancent bien de leur côté. Donc c'est pas évident, mais on avance quand même. Pour vous qui êtes dermatologue, est-ce que vous avez l'impression qu'on a la culture de la consultation dermatologique? Je pense que non. Je pense non, parce que en général, les gens qui sont malades, en général, de façon générale, hein, même pas forcément de la dermato, qui sont malades n'ont pas forcément toujours les moyens pour consulter un médecin. Donc cela se répercute en même temps sur la spécialité de la dermatologie. Encore que là, ce n'est pas comme si j'avais un problème chirurgical, je vais me faire opérer. Si j'ai un bobo, si vous avez un bobo, vous n'allez pas vous dire tout de suite, je vais voir un dermatologue. Vous allez vous dire, bon, je vais passer peut-être du Vitago, je vais peut-être faire ceci ou faire cela. Et quand c'est compliqué et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que cela pose un problème esthétique ou un problème vital, c'est en ce moment que les gens consultent. Donc, si on améliore donc les conditions d'accès donc aux médecins, en général, les gens feront ce travail directement. On profite pour faire le lien avec la dépigmentation involontaire des personnes qui prennent des produits et qui se retrouvent après avec une peau claire et qui sont obligées de continuer pour pouvoir, parce que peut-être elles prennent goût. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on sait que là, le produit a commencé par faire des effets néfastes sur sa peau? En général, ça dépend du type de produit. Vous savez, les peaux ne réagissent pas forcément de la même façon. Un produit tel que la fragrance, moi je la prendrais et ça n'aurait pas. Il y a un excipient qui est dans les gammes de produits. Je l'utiliserai sans problème, alors que madame, elle l'utilisera, elle aura des eczémas, elle aura beaucoup de choses. Donc cela varie d'un produit à l'autre. Et cela dépend également du mode d'utilisation, de la fréquence d'utilisation, de l'environnement. Mais de plus en plus, on revoit des gens arriver pour des problèmes de complications liées à l'utilisation de produits éclaircissants, que ce soit avoué ou non. Et en ce moment, on essaie de se replacer pour les aider. Donc on fait également, donc, on leur explique donc l'enjeu, donc pourquoi on devrait arrêter, et on les aide donc en général à laisser ces produits pour aller vers des produits plus corrects. Oui, docteur, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est ça. Après, c'est pas évident de savoir. Comme je l'ai dit, on ne sait pas la composition des produits. Donc, certaines personnes sombrent dans le phénomène de la dépigmentation par erreur, parce qu'elles sont allées se renseigner au mauvais endroit. Nous, à chaque fois qu'une personne nous contacte pour nous dire oui, j'utilise tel produit, ma peau est devenue comme ci, comme ça, la première chose qu'on recommande, c'est d'aller voir un dermatologue. Et effectivement,
le coût d'une consultation a un prix, mais généralement, les personnes qui s'éclaircissent la peau ont l'argent pour s'acheter les produits. Oui. Oui, ont l'argent pour s'acheter leurs produits. Donc, on leur fait toujours le comparatif, combien vous payez votre produit par mois et combien va vous coûter une consultation qui va peut-être vous sauver votre peau et votre vie. Donc, le premier point de contact pour nous, c'est vraiment le dermatologue. Quand il y a un problème au niveau de la peau, il faut vraiment consulter un dermatologue. Et oui, effectivement, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a dans les produits qu'on utilise, les soi-disant produits cosmétiques. Donc, dès qu'on constate que le produit commence à changer la couleur de la peau, ou on commence à avoir de l'eczéma, etc., rendez-vous avec un dermatologue. À cette allure-là, je pense que, docteur, vous finirez par conseiller le beurre de karité, les produits. C'est une chose. En général, si vous prenez un produit et que vous le mettez au soleil pendant 3 jours, vous voyez tout de suite ce que ça fait. En général, la plupart des produits décapants, ils ne supportent pas forcément la lumière solaire. Maintenant, le beurre de karité, c'est une plante. Le karité pousse dans nos régions, dans le nord du pays. On a des parcs au niveau de la région. Mais il ne permet pas d'avoir une peau claire. Oui, malheureusement, il ne permet pas d'avoir une peau claire, mais en termes de qualité et de coût, franchement, le beurre de karité est supérieur à beaucoup de choses. Maintenant, pour améliorer des produits industriels, il faut des produits chimiques. Maintenant, il faut veiller à ce que ces produits chimiques ne contiennent pas d'autres dérivés qui puissent créer des problèmes hormonaux, créer des problèmes au niveau de la peau, créer des troubles trophiques au niveau de la peau, des vergetures, etc. Et le cas de la dépigmentation, en fait, c'est un cadre en fait, qui ouvre la porte à beaucoup de choses au niveau de cela. Les gens se disent en général, ma peau, j'ai une peau, je peux utiliser ceci ou cela, mais la peau, il faut considérer que la peau est également un organe comme tous les autres. Elle a des récepteurs et elle est au même titre que le cœur ou bien au même titre que votre foie, votre pancréas. Docteur Miguin, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui se décapent ont conscience des risques? Il y a quelques années, j'aurais dit non, ils ne sont pas du tout au courant que ça a des conséquences sur la santé. Oui. Mais depuis quelques années, quand même, on en parle de plus en plus de ce phénomène. Donc, la plupart des personnes savent que ça a des conséquences sur la santé. Après, c'est vraiment une drogue. C'est vraiment une drogue. Donc, elles font une sorte de déni en se disant, bon, non, moi, je ne vais pas avoir de problème, etc. Mais nous, dans nos campagnes de sensibilisation, on insiste vraiment sur le fait que c'est pas un produit cosmétique, c'est pas un produit qui est appliqué sur la couche superficielle de la peau. Non, c'est un produit qui traverse la peau et qui va dans le sang. Donc, on retrouve de plus en plus d'hypertension, de diabète, de pathologies au niveau des reins, etc., qui sont dues à ces produits suite à une utilisation prolongée de ces produits-là. Donc, c'est vrai que les personnes ne sont pas forcément conscientes que ça peut entraîner des maladies telles que je viens de les citer, oui. Mais elles sont de plus en plus au courant quand même. Quels sont les autres risques, docteur? Les risques, il y en a tellement. Et les risques, en général, on a des risques infectieux. En général, il y a quelque chose, des infections parasitaires dans la gale, et souvent très courantes. Souvent, ça s'observe dans les couples où la madame se décape, monsieur ne se décape pas, mais madame sera plus sujette à faire de la gale. Parce qu'étant donné qu'il y a un décapage et que l'épiderme est fragilisé, les parasites s'installent très vite. Et donc madame contamine monsieur et puis monsieur vient avec la gale, avec madame et puis ça fait une consultation binaire. Ensuite, vous avez des infections qui sont des infections virales qui peuvent être présentes du fait de la diminution de l'immunité au niveau de la peau. Vous avez des infections également qui sont bactériennes avec les récipes, les staphylocoques, les streptocoques qui sont plus courants. Vous avez ensuite des infections qui sont des infections mycoses, des champignons qui peuvent apparaître sur la peau. Ça, c'est très fréquent. Oui. En plus de ça, du fait que le décapage entraîne une nécrose des cellules épidermiques, vous avez une petite odeur. En général, les femmes le camouflent très bien avec des parfums de grande marque. Donc, mais celui qui vit avec la personne qui se dépigmente, il sent cette odeur-là, il peut s'adapter à ça, il peut même plus la sentir. Et s'il est enrhumé, bon, c'est encore mieux. Mais bon, il y a beaucoup de choses. Après, il y a également des problèmes qui sont des problèmes trophiques, les vergetures. Oui. Il y en a beaucoup en société. Aujourd'hui, nous, on met des campagnes en place pour traiter les vergetures à base de la carboxythérapie du plasma riche en plaquettes. Il y a également l'atrophie cutanée. Vous avez une femme qui va venir avec une peau qui est totalement atrophique, qui est totalement fine. Et à travers cette peau, vous pouvez voir
frappe dans un scanner, donc tous les dérivés, vaisseaux, des vaisseaux, la vascularisation sous-cutanée. En général, elle traite avec du collagène. Et ensuite, vous avez d'autres types de problèmes à type de varices. Vous allez voir que sur les jambes, vous voyez ces vaisseaux-là qui traversent, sur la peau étant devenue fine, ils laissent passer le réseau veineux, ils laissent voir le réseau veineux à l'œil nu. Après, bon, vous avez les pathologies internes telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète, qui sont très fréquents. Vous avez des retards à la cicatrisation, lors des césariennes, c'est vraiment la croix et la bannière pour pouvoir aider une femme à cicatriser, une femme qui est dépigmentée pendant longtemps. Et puis, vous avez très fréquent les eczémas, c'est-à-dire la personne se décape, mais un produit dans la formulation est sensible à sa peau et donc il y a des réactions cutanées. Il y a aussi, en général, ce qu'on appelle l'acné cosméto-induite, c'est-à-dire qu'une personne qui utilise des produits dépigmentants, qui a l'aide de s'éclaircir, et vous allez voir tout de suite qu'après, beaucoup de boutons vont apparaître au niveau du visage, avec des taches, etc. C'est notre quotidien, on essaie de gérer à notre manière et aider les femmes donc, à arrêter la dépigmentation, à aller sur des produits soft, tout en gardant l'intérêt à avoir une belle peau. Donc en général, le dermatologue ou les personnes de santé ne restent pas simplement dans la stigmatisation, dire voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est vrai, il y en a un problème, on essaie de le régler, de trouver donc des solutions qui permettent à la personne d'arracher la personne du cercle à décliner. C'est bien beau d'avoir beaucoup de cosmétiques, d'aider les femmes, mais une femme qui, par exemple, commence la dépigmentation à 20 ans, qui fait 20 ans de dépigmentation, elle a beaucoup de dégâts. Et lorsqu'on arrive à faire sortir les femmes entre la vingtaine et la trentaine de la dépigmentation, on arrive donc à avoir de très belles peaux qui vont durer longtemps. On a du soleil, donc la dépigmentation, il y a un phénomène dont on ne parle pas souvent, c'est le vieillissement cutané. En général, lorsque les femmes se dépigmentent, avec l'effet du soleil, donc on a un vieillissement qui est plus précoce. Parce que la peau noire, déjà, elle a suffisamment d'éléments en fait, pour résister donc, au niveau de l'élasticité et au niveau de la tonicité de la peau, c'est-à-dire les fibres collagènes et les fibres élastiques de la peau tiennent plus que chez le sujet caucasien. Et donc, en détruisant cette peau, qui est une peau qui est faite pour rester au soleil, la peau noire, on a plus, donc alors, on a beaucoup de chances de vieillir plus vite. Donc autant garder sa peau qui est noire. Docteur Migan, on remarque également des femmes enceintes qui continuent de se dépigmenter. Est-ce que ça a des effets sur l'enfant dans le ventre? Alors, ça n'a pas été encore démontré formellement, mais il y a plusieurs études cliniques qui ont été faites en Afrique, notamment avec des femmes enceintes qui se dépigmentaient, et on a retrouvé un faible poids du nouveau-né à la naissance. Donc, ce faible poids, il y a de fortes chances que ça soit corrélé à l'utilisation des produits éclaircissants. Je voulais juste rebondir sur ce que le docteur Yadomon a dit concernant la peau. Il faut savoir que toutes les promotrices de produits éclaircissants qu'on voit, qui font la promotion sur les différents réseaux, etc., il y en a beaucoup déjà qui utilisent des filtres. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a beaucoup de promotrices connues qui utilisent des filtres sur les différents réseaux sociaux parce que leur peau est déjà abîmée. Si vous voyez ces personnes en vrai, la peau n'est pas du tout pareille. Et si on donc en elles ne sont pas réellement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Exactement. Et vous les voyez en vrai, elles ont les quintaux comme on appelle, elles ont la peau qui est granuleuse, qui n'a pas une jolie peau. C'est pour ça qu'elles utilisent des filtres. Et aussi, il faut savoir que ces personnes, si on en reparlera dans 10 ans, et on verra l'état de leur peau. Parce que comme l'a dit le docteur, la peau, elle perd vraiment son élasticité et sa tonicité. Donc la peau devient vraiment lâche beaucoup plus vite. Donc dès 40 ans, ces personnes vont avoir une peau qui s'affaisse et vont devoir commencer à faire de la chirurgie esthétique et elles auront assez d'argent grâce au business des produits éclaircissants pour s'étirer la peau, tandis que les clientes à qui elles vendent n'auront pas cet argent-là pour pouvoir étirer leur peau. On l'a entendu dans l'élément aujourd'hui, le produit le plus utilisé, on parle des sérums, on parle des capsules, on parle de beaucoup d'autres choses. Sérum qui passe directement dans le sang. Est-ce que les effets ne sont pas plus graves que lorsqu'on passe juste une pommade sur des jours? Bon, pour ma part, ce que j'en sais, c'est que la dépigmentation telle qu'elle est connue, elle est connue par rapport aux produits tels que les corticoïdes
tels que les dérivés d'hydroquinone, tels que les sels de mercure. C'est les 3 produits dont les conséquences sont bien typées. Après, on voit apparaître les acides de fruits qui sont en général, qui peuvent aider à éclaircir naturellement, mais ça prend beaucoup de temps. On a les nouveaux dérivés qui sont arrivés aujourd'hui, c'est-à-dire le glutathion et tous ces dérivés. Le glutathion, c'est un médicament. Donc, c'est un puissant antioxydant et quand il est utilisé, il peut, dans certaines mesures, entraîner l'éclaircissement de la peau. Seulement, l'éclaircissement de la peau qui est donné avec le glutathion, sur peau noire, ce sont des doses qui sont fortement élevées. Ils sont plus élevés que des doses qu'on utilise dans certaines maladies. Et donc, pour cela, on n'a pas encore suffisamment de recul en Afrique pour pouvoir dire ce produit, le glutathion, il peut être dangereux. Mais si il donne donc un éclaircissement, c'est qu'il empêche donc l'ADN de produire la mélanine. Donc si la mélanine n'est pas produite, et que la peau est sujette en général, surtout sur les personnes qui vivent dans les pays tropicaux, oui. Il est totalement victime donc des UVA, des rayons ultraviolets. Et cela peut entraîner donc des modifications au niveau de l'ADN et entraîner des cancers. C'est le risque majeur. Vous savez, la dépigmentation, elle a apparu dans les années 1940-1960. Donc, si on part de 60 à 2000, ça fait déjà 40 ans. 40 ans à 2020, ça nous fait 60 ans. Et or, les premiers cancers liés à la dépigmentation, c'est les années 98, 89, 98. Donc, on a encore du temps pour apprendre de ces produits-là. Mais ils ont déjà pignon sur rue et les industries qui le font sont déjà présentées, sont prêtes, elles améliorent à chaque fois les procédés. Parlons du glutathion. Oui. Toutes les femmes n'éclairciront pas au glutathion. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le métabolisme chez les personnes ne sont pas le même. C'est-à-dire qu'une femme qui est noire, qui achète du glutathion dans une firme, je ne vais pas citer de nom, ne va pas forcément éclaircir. Il peut avoir une amélioration du rendu de la peau, mais elle ne va pas devenir métisse. Mais ça ne veut pas dire que les effets néfastes ne... Les effets secondaires, oui. Si c'est du glutathion qui est fait en intramusculaire ou en intraveineuse, donc vous avez tout l'arbre artériel qui... C'est important de préciser, il ne faut pas donner l'air de ce que... C'est bien. Non, je ne dis pas que c'est bien. Je dis, on ne connaît pas totalement les effets secondaires. Mais on sait très bien que ces techniques peuvent affecter l'arbre artériel. Et quand je dis l'arbre artériel, c'est tout ce qui est situé, donc, c'est-à-dire tout ce qui est cœur, rein, poumon, tout ce qui est nourri par l'arbre artériel au niveau du corps. Donc c'est quelque chose qui est dangereux. On n'a pas encore forcément, il y a des insuffisances rénales qui peuvent être mises en jeu. Il y a des modifications des cancers qui peuvent être évoquées, mais on n'a pas encore totalement la batterie de tout ce que ça peut engendrer. Et dans plusieurs pays, il y a une législation en fait qui interdit cela, mais de façon non formelle, cette industrie se passe très librement, surtout en vente directe via le net. Aujourd'hui, la liste des personnes à se dépigmenter s'élargit. On remarque de plus en plus des parents qui dépigmentent leurs enfants. Est-ce que sur les enfants, les risques sont les mêmes ou encore plus? Les risques sont majorés sur les enfants. Les enfants n'ont pas encore atteint l'immunité, c'est-à-dire une défense mature contre tout ce qui est organisme extérieur, agression extérieure. Donc c'est sûr que les enfants ne peuvent pas répondre comme les adultes face à une telle agression que sont les produits éclaircissants. Et je laisse le docteur ajouter... Oui, exactement, c'est cela. En général, un enfant, quand il naît, il a le temps de pigmenter. Donc, en général, les parents se disent il faut que mon enfant soit clair. Donc, l'enfant naît, il est tout rosé, le bébé rosé. Et en général, avec les UV, son système réglementaire va se mettre en place à produire de la mélanine progressivement. Et en général, beaucoup de parents ne vont pas accepter cela et vont se dire mon enfant doit être clair. Surtout quand le parent s'est dépigmenté. Oui, il se dit il faut que mon enfant soit clair, et il va aller chercher des produits qu'il va appliquer sur la peau de l'enfant qui est une peau fragile, qui est une peau fine et qui n'est une peau non mature. Tout ça. Et cela se passe aujourd'hui. On voit beaucoup d'enfants qui sont sous cortisone alors qu'ils n'ont rien demandé.
Un enfant, il a besoin d'étudier, il a besoin de grandir, il a besoin d'étudier, il a besoin de faire ses propres choix. De toute façon, dans certains pays, il y a une législation qui interdit l'utilisation de produits dépigmentants. Au Sénégal, par exemple, c'est interdit jusqu'à l'âge de 18 ans, je pense. Aucun enfant en âge scolaire ne doit utiliser des produits dépigmentants. Mais ici encore, vous savez, ce n'est pas le choix de sort l'enfant. de la maternité, elle badigeonne son enfant d'hydroquinone, de corticoïdes. Vous avez un enfant qui est bouffi, qui a un surpoids. C'est des choses qu'on observe. En effet, vous n'avez pas parlé de surpoids comme la conséquence de la dépigmentation, parce qu'on Chez constate, les enfants, oui. même chez les adultes, non? Oui, ça peut arriver, parce que tu sais, il y a de la cortisone qui est introduite à travers donc, la barrière dermo-hypodermique. Cela peut passer dans le sang. Et si cette cortisone passe dans le sang, ça peut donner un effet bouffi, un effet chaud et agir sur les organes. L'enfant est tout beau. L'enfant, en général, les enfants qui utilisent la cortisone, de l'hydroquinone, des produits dépigmentants, ils ne sont pas forcément tout beaux. Au contraire, c'est des enfants qui sont en souffrance. Des enfants qui cette claire, encore quand vous voyez la coloration de la peau de l'enfant n'est pas uniforme, l'enfant est bouffé. Franchement, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Sur le long terme, quels sont les risques pour l'enfant? Ce sera la même chose que chez l'adulte? Ça sera la même chose que chez l'adulte, mais en pire et en plus rapide. Exactement. En plus rapide. Et c'est vrai, comme on le disait, donc il y a de plus en plus de mamans qui veulent éclaircir la peau de leur enfant. Et nous, dans le cadre de l'association Ewa-Ethnique, on fait beaucoup de veille sur les différentes pages Facebook, etc. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent des messages de mamans, oui, mon bébé est en train de perdre son teint de naissance, qu'est-ce que je peux me mettre pour qu'il retrouve son teint d'avant, ce genre de messages-là. Et dans les conseils, il y a des soi-disant les pseudo-chimistes, comme on les appelle, qui vont dire oui, ajoute de la pénicilline à sa pommade, ajoute de cortisone. C'est vraiment fou. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des pages qui sont dédiées à ça. Comment je peux garder la peau claire de mon bébé? Des pages sur les réseaux sociaux. Oui. Docteur, est-ce que, oui, chez vous, vous intervenez après, la maman peut décider de se dépigmenter quand elle est enceinte, elle peut le faire après, mais est-ce que vous recevez des enfants en consultation pour des problèmes de dépigmentation? En fait, l'enfant, il ne vient pas pour des problèmes de... C'est un moment il vient parce qu'un enfant présente des problèmes d'infection, des problèmes de surpoids, des problèmes de décoloration, des troubles trophiques, d'atrophie cutanée, des vergetures ou bien l'enfant présente. Chez l'enfant déjà, les vergetures? Oui, on peut avoir des vergetures. Les vergetures, c'est une fracture dans le derme. Donc on peut l'avoir. Mais en général, ce qu'on voit, c'est des troubles trophiques et c'est des infections. Ce qui en général les enfants. Parce qu'en mettant de la cortisone ou bien un produit dépigmentant ou bien un produit non identifié clairement sur la peau de l'enfant, la peau est sujette à faire des eczémas, la peau est sujette à faire des infections. C'est pour ces deux choses que les patients, les parents consultent. En général, vous constatez le fait qu'il y a l'utilisation du produit dépigmentant, vous interpellez le parent qui avoue ou non, et puis après, vous essayez en fait de sortir cet enfant-là donc de l'engrenage dans lequel il est. Parce que vous ne pouvez pas imposer aux parents donc, de continuer à... Vous lui dites, voilà, le produit que vous utilisez n'est pas bien, il faut l'arrêter parce que l'enfant souffre. Vous réglez les problèmes d'infection, vous réglez les problèmes liés en fait à la surcharge cortisonique qui est là. Et vous essayez en fait de suivre cet enfant-là pour qu'il aille mieux. Voilà. En général, on n'a pas beaucoup d'enfants. On n'a pas beaucoup d'enfants au Bénin, mais c'est un phénomène qui se cache. Donc, pour le moment, on ne voit pas véritablement les conséquences, les effets sur... Oui, bon, si en service de dermato, on voit quelques-uns, mais la plupart sont encore à la maison. Ils se font badigeonner. On voit ceux qui sont amenés dans les services, mais ceux qui sont à la maison et qui n'ont pas encore eu de graves problèmes de peau, ils sont pas encore... Il faut que les personnes comprennent que la dépigmentation chez les enfants, ce n'est pas quelque chose de bien et c'est quelque chose normalement qu'on doit même réprimer. Est-ce qu'à la longue, ça pourrait agir sur les fonctions sexuelles des enfants? Les organes sexuels, je veux dire. Ou les organes sexuels, je ne pense pas. Mais si vous avez de la cortisone elle agit sur tout. Elle rend votre immunité un peu moins forte. Et si votre immunité est un peu moins forte, après, bon, la sexualité, on l'a au niveau de l'adolescence. On va prendre le temps pour constater. Mais
de toutes les façons, un produit qui est appliqué sur les peaux, les femmes le savent très bien. Les produits qui sont appliqués sur la peau, qui contiennent des dérivés, qui sont des dérivés chimiques, sont en général, peuvent donner des problèmes hormonaux. Vous allez voir des femmes qui ont de l'hirsutisme, de la barbe, vous allez voir beaucoup de choses qui dérèglent les hormones et à travers les hormones modifient la fonction sexuelle. Et donc c'est des choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre la peau juste comme un organe simple, c'est un organe qui laisse passer des choses dans le derme. Et dans le derme, nous avons les vaisseaux, et quand les vaisseaux sont touchés, on peut avoir des problèmes sur tous les organes possibles. Madame Mika, oui. Je voulais juste ajouter que dans certaines études, un impact sur la fertilité a été décelé. Donc, l'utilisation de produits éclaircissants contenant notamment des dermocorticoïdes peut entraîner une fertilité. C'est vrai que une infertilité, pardon. Et c'est vrai que nous, en Afrique, on a souvent tendance à dire elle n'arrive pas à tomber enceinte, quelqu'un lui a fait quelque chose, etc. Mais non, si ça se trouve, c'est juste sa crème qu'elle utilise depuis des années qui crée cette infertilité-là. Vous avez parlé de la tendance Napi. On sait que pour vendre en marketing, tout passe. Aujourd'hui, on entend parler de produits bio, de produits naturels pour vendre. On met en avant que c'est un produit naturel, c'est un produit biologique. Comment est-ce qu'on sait véritablement que... C'est comme la composition des produits. À partir du moment où c'est marqué bio, etc., on peut pas savoir. On peut pas savoir. Mais bio, si on a un esprit un peu critique, bio, déjà la définition, quand on voit que c'est des femmes qui utilisent des produits et qui font des mélanges de produits divers, etc., avec plein de molécules chimiques dedans, c'est pas bio. Bio, c'est pas ça. Bio, ça vient de la nature, c'est du direct, donc c'est pas bio. Et c'est vrai que c'est à la mode de dire bio à base de carottes, etc., à base de bave d'escargot, mais non, ça, la plupart du temps, c'est des mensonges. Et naturel? Ouais, en fait, il faut bien comprendre bio et naturel. Si je prends par exemple du miel, j'ai un produit qui est naturel. Naturel parce que il est produit par l'abeille, il est recyclé. Mais un produit qui on dit bio, en général, c'est un produit qui a suivi le processus de certification. Donc, chaque fois qu'on dit bio, on doit vérifier quel est l'organisme qui donne la certification et quel est le code de certification. Si vous tapez ce code, vous pouvez le retrouver, tout le mécanisme de production de votre produit avec tous les ingrédients. En général, il n'y a pas réellement de bio. Et même ce qui est bio en Europe est encore critiqué par certains organismes de certification. Donc bio, c'est un thème qui est galvaudé. Parce que le monde bio en Afrique, moi, je mets toujours un point d'interrogation. Mais on a des produits naturels. Mais un produit naturel qui est produit par un producteur local, en général, il y aura souvent beaucoup de mal à conserver le produit. Parce que la femme qui achète un produit naturel, elle veut le garder sur 3 mois, sur 6 mois, je suppose. Donc elle a besoin en fait de mettre des produits, des conservateurs qui peuvent également contenir des produits qui peuvent modifier des perturbateurs endocriniens, qui peuvent donner des eczémas, des inflammations de peau, et qui peuvent donner beaucoup d'autres choses. Donc on fait attention à ce qu'on applique. Et c'est pourquoi je dis que le beurre de karité, en termes de qualité et de coût, serait serait meilleur par rapport à beaucoup de choses. Aujourd'hui, la sensibilisation tourne autour des personnes qui se sont handicapées ou qui sont susceptibles de se handicaper. Ewa Ethnique, est-ce qu'il y a d'autres acteurs dans la chaîne de la sensibilisation? Dans la chaîne de la sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, les professionnels de santé ont un rôle qui est essentiel. Oui. Que ce soit les pharmaciens, que ce soit les dermatologues, que ce soit les infirmiers. Si on élargit un peu aussi les esthéticiennes, qui malheureusement beaucoup aussi promeut les produits éclaircissants, mais chaque acteur de la beauté a un rôle à jouer. Après, ceux qui ont un rôle aussi, c'est les vendeuses. Donc, ils font du business, on parle. Non, mais après, il y a de plus en plus de vendeuses de produits naturels et qui sont pas dangereux pour la peau. Après, c'est vrai que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quelle marque est bien, quelle marque est pas bien. Mais il faut vraiment se renseigner, il faut contacter des associations, je vais dire comme Ewa Ethnique, mais il y a différentes associations qui luttent contre la dépigmentation qui peuvent être contacter aussi les professionnels de santé directement, plutôt les dermatologues, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui vendent des produits éclaircissants, mais
je pense qu'il y a de plus en plus de produits. On peut plus dire oui, non, je sais pas quel produit est utilisé, etc. Il y a de plus en plus de marques. Même ici au Bénin, il y a des marques. Je vais pas citer de nom, mais il y a vraiment des marques que moi-même j'utilise alors que j'habite pas ici. Et moi, je fais venir mes produits du Bénin parce que je veux utiliser des produits naturels. Je veux utiliser des produits dont je sais vraiment la provenance et je sais que j'aurai pas de dommages sur ma peau, sur la peau de ma fille. Si vous représentez Whitenick, il faut bien représenter la beauté naturelle. Docteur Yedamo, est-ce qu'il y a possibilité d'arrêter quand on commence la dépigmentation? Bien sûr, il y a possibilité d'arrêter. On peut arrêter le tabac, on peut arrêter la cigarette, on peut arrêter tout. C'est seulement il faut passer par un processus. Parce qu'en général, quand on laisse les femmes, on leur dit, voilà, on les sensibilise, elles sont bien conscientes de tout ça. Je dis, docteur, tout ce que vous venez de dire, là, je sais. Ah bon? Oui, je sais, elles savent. Donc après, elles peuvent vous suivre hein, en tant que dermato, suivre vos conseils, commencer à arrêter. Mais si au bout d'un mois, 2 mois, elle a l'impression qu'elle devient sombre et que son mari il ne la regarde plus, elle repart encore sur ses produits. Donc c'est un accompagnement qui va utiliser des médicaments, qui va utiliser donc des techniques pour réparer ce que les dégâts qu'aurait connu cette dame-là par rapport à la dépigmentation et qui va l'aider sur la durée à s'accepter telle qu'elle est, avec une teinte de peau qui ne va pas descendre du jour au lendemain, qui ne va pas l'effrayer elle-même. Donc ici, c'est de l'accompagnement. Nous, on reste toujours dans la demande du patient, quelle est sa demande, et nous l'accompagnons pour qu'elle ait le meilleur résultat possible. Pour arrêter, il faut forcément se rapprocher d'un dermatologue. C'est préférable. C'est préférable de se rapprocher d'un dermatologue pour avoir un réel accompagnement. Après, les personnes qui veulent vraiment pas aller voir un dermatologue et qui n'ont pas forcément les moyens, on peut les mettre en relation directement avec des marques de produits cosmétiques que l'on connaît personnellement et on a confiance en ces marques. Mais c'est vrai que c'est un processus qui est long, il faut une réelle volonté. Nous, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent, oui, je veux arrêter. Mais une semaine après, une fois qu'on leur a donné tous les conseils, mis en relation avec telle marque, avec telle... Elles nous disent, j'ai replongé. Mais est-ce que la société également ne participe pas? L'environnement, quelques jours après, vous commencez par changer de teinte et puis tout le monde vous dit, oui. C'est une honte de noircir d'un coup. C'est pour ça qu'il faut une réelle volonté parce qu'on passe vraiment par un processus de changement de peau et d'acceptation de soi, de son nouveau soi, de son retour à son ancien soi, on va dire. C'est un processus qui est vraiment difficile. Donc c'est vrai que les personnes replongent dans la dépigmentation parce qu'elles retrouvent une peau noire et elles ont honte du regard des gens. C'est le regard des gens qui joue beaucoup. Donc c'est le plus grand problème aujourd'hui pour les personnes. Pas forcément le regard des gens. Hein. Ouais. Des fois, elles te disent que c'est pour elles-mêmes hein, et qu'elles s'effrayent elles-mêmes. Oui, c'est clair. Mais elles n'aiment pas la peau noire. Hein. Elles n'aiment pas la peau noire. Bah, déjà, si elles ont plongé dans cette pratique-là, c'est qu'à la base, elles n'aiment pas leur peau noire. Donc c'est clair que quand elles redeviennent noires, il y a déjà un rejet par elles-mêmes et après, il y a le regard des gens. Donc c'est vrai que c'est un processus qui est très complexe. Les hommes béninois, ils se retournent beaucoup hein, quand ils voient des femmes qui ont une teinte de peau. Est-ce que c'est les hommes béninois ou les hommes en général? Je pense en Afrique noire, hein, ouais. On a le complexe de la peau blanche. Donc ce sont les hommes qui participent... Je ne sais pas. En général, les femmes dépigmentent, elle vous dit qu'elle le fait pour elle-même, pour être belle. Bon. Mais en général, mais si vous sortez et que vous avez 15 hommes sur 50 qui vous regardent, c'est pas la même chose que personne ne vous regarde et que votre chat fuit de la maison. Donc, vous voyez, donc en fait, il y a un complexe qui est nourri par quelque chose. C'est quelque chose, personne ne se l'avoue réellement, mais en général, c'est ça. C'est-à-dire, il y a le regard de la séduction, je veux être belle, je veux qu'on me regarde, j'ai envie de plaire. Mais à côté, il faut peser les risques également. Mais c'est pour ça, nous, quand on nous contacte, quand on nous dit oui, je me dépigmente parce que je veux plaire aux hommes ou je veux montrer que j'ai réussi, etc. Ces raisons-là, ok, c'est peut-être les raisons au premier abord, mais on ne peut pas utiliser de telles raisons au vu des conséquences qu'il y a derrière. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas dire non, je mets ma vie en danger parce que je veux plaire à certains types d'hommes qui préfèrent les femmes claires. Docteur, ça ne s'explique pas, hein, selon... Oui, mais les femmes, elles ont tout un algorithme. Il faut vraiment essayer de les écouter, de les comprendre
Et après, avant de commencer à essayer de les convaincre, j'ai beaucoup de gens qui vont aller chez un dermatologue. Et le dermatologue n'est pas un policier. Il n'est pas là en fait pour vous prendre par la chicotte, vous dire vous êtes dépigmenté, ah non, vous accusez, vous stigmatisez. Le dermatologue est là pour voir qu'est-ce qui est là, quels sont vos désirs et pour changer un peu la tendance des choses pour qu'à 50 ou 60 ans, vous n'ayez plus envie de sortir de chez vous. Donc, ce qu'il fait en général, c'est un travail qui est préventif et c'est un travail qui vous permet donc également d'arrêter la dépigmentation, de ne pas devenir sombre du jour au lendemain, de vous accompagner sur la durée et faire en sorte que ce soit soft et que les personnes de l'entourage ne remarquent rien du tout. La sensibilisation continue, elle continuera, mais aujourd'hui, quels sont les volets sur lesquels il faut véritablement agir pour espérer atteindre les objectifs? C'est bien beau de sensibiliser, de valoriser la beauté noire, etc. Mais tant que les produits seront disponibles sur le marché, ce phénomène continuera. Donc, pour nous, la seule solution, c'est la répression. Et la répression est possible que si les autorités sont impliquées. Donc, une implication des autorités de santé pour vraiment arrêter, endiguer ce phénomène-là en interdisant la commercialisation des produits. Après, on sait que c'est compliqué, mais au moins déjà interdire les panneaux d'affichage. On se promène partout dans Cotonou, il y a encore des panneaux d'affichage qui font la promotion des produits éclaircissants. Donc ça, c'est pas normal et ça, c'est pas difficile d'arrêter ces panneaux-là. Mais il faut prendre une décision à un moment donné. Mais ça commence par ça. Il y a plein de pays qui ont pris cette décision-là, donc c'est un premier pas. Après, oui, il faudrait des campagnes de répression régulières pour saisir les produits, etc. Mais c'est vrai que ça nourrit des milliers de familles au Bénin, donc c'est vrai que c'est pas évident en Afrique de leur enlever ce business-là. Elles vont faire quoi au final, ces vendeuses-là, etc. Donc il y a une réelle campagne qui doit être mise en place avec le soutien des autorités pour pouvoir réprimer et arrêter la commercialisation de ces produits, mais en même temps pouvoir accompagner celles qui vivent de ces produits-là. Docteur? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Dr Nathalie. Je trouve que c'est un peu difficile en fait. Pour les petits États, en général, il y a la douane qui passe. Donc un produit cosmétique qui coûte 100 francs, la douane va prendre 50 francs. Donc la douane a son intérêt quelque part. Mais après, de santé, on parle. Donc je pense qu'on doit pouvoir, au niveau des États, pas simplement le Bénin, que ce soit toute l'Afrique de l'Ouest, parce qu'après il y a de la contrebande, tout ça, toute l'Afrique de l'Ouest, prennent des décisions et puissent voter des lois qui soient totalement générales, pour protéger les citoyens donc des méfaits de la dépigmentation. Et ça commence pas forcément par interdire de façon brusque, mais augmenter les taxes sur les produits dépigmentants, faire en sorte que comme les cigarettes, on puisse mettre ce produit nuit à votre peau, pour que celui qui l'achète aussi sache déjà à quoi s'en tenir, interdire les publicités, sur les produits éclaircissants dépigmentants, encourager le bon exemple, c'est-à-dire des dames comme Dr Nathalie Migan, qui a une très belle peau. Le bon exemple, en voilà, effet. comme vous aussi. Merci. Et voilà quoi. Et puis après, au niveau juridique, sanctionner donc ceux qui sont dans les récalcitrants des délinquants. Et parce qu'aujourd'hui, la sensibilisation, on aurait bien voulu que ça se fasse avec des personnalités publiques, mais on constate qu'il y a des journalistes, il y a des artistes, il y a des politiques qui se dépigmentent également. Et là, quel est l'exemple qu'on donne? Il y a quand même beaucoup de personnalités. En 2015, on a fait un spot publicitaire qui a impliqué différentes personnalités béninoises. Je me souviens plus de tous les noms, mais il y avait Pépé Oleka, il y avait Richard Flash, il y avait Dibi Dogo, il y avait qui encore? Il y avait plusieurs personnalités qui avaient fait un spot pour sensibiliser au danger de la dépigmentation. Mais malheureusement, ce spot déjà nous a coûté très cher. Et on avait fait une campagne de levée de fonds pour pouvoir réaliser ce spot-là. Mais après, il faut encore une campagne pour pouvoir diffuser à la télé parce qu'il faut payer pour pouvoir faire... Donc le spot est là, donc n'hésitez pas si vous voulez le diffuser, il est toujours là. C'est compris, docteur Yedomon, pour finir rapidement. Alors, moi, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, la dépigmentation est dans nos murs. Donc, c'est un problème de santé publique, on n'en doute pas. Mais aujourd'hui, nous devons regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, que ce soit les législateurs, d'accord, l'État, les pharmaciens, les esthéticiennes, les médecins, les dermatos, tout le monde ensemble, les artistes, la société civile, pour
pouvoir apporter des solutions qui soient des solutions durables. Parce qu'on a beau dire, c'est pas bon, le phénomène continue. Donc on doit s'asseoir, on doit discuter, on doit pouvoir choisir des choses sur lesquelles on s'entend tous et pour pouvoir conjurer donc, les dégâts de la dépigmentation d'ici 5 à 10 ans. Merci à vous, docteur Yedomon, docteur Migan, merci à vous également. Merci. Les risques liés à la dépigmentation sont nombreux, on ne cessera de le dire. Nous sommes tous concernés par le phénomène qui, plus que sociétaire, est un problème de santé publique. La dépigmentation est une forme de destruction de biens culturels et un peuple qui a perdu sa culture a tout perdu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.